OK, donc sans plus tarder, on va commencer cet événement. Donc, l'événement qui s'intitule Comment abolir la monarchie. C'est un événement organisé par la Riposte socialiste, nous autres. Alors, il y en a peut-être ici pour qui ben, c'est la première fois que vous venez à un événement de la Riposte. Donc, je vais prendre quelques minutes pour présenter, dans le fond, on est qui comme organisation. Ben, dans le fond, on est une organisation révolutionnaire. On est composé de travailleurs et d'étudiants. Puis, on a pour but de construire et d'organiser les forces socialistes pour renverser le capitalisme. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on organise des événements comme celui de ce soir sur plusieurs sujets passionnants. On fait aussi des cercles de lecture pour discuter des idées marxistes et des méthodes marxistes. Mais on ne fait pas juste ça, on ne fait pas juste de la théorie, on fait aussi de la pratique. Parce que, comme disait Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer. Alors, on intervient aussi beaucoup dans le mouvement ouvrier, puis dans tous les mouvements les luttes des opprimés dans la société. Donc, on intervient dans les grèves, les manifestations, et on essaie de proposer vraiment la solution socialiste dans le mouvement ouvrier au Québec et au Canada. Donc, euh, pour ce soir, la présentation, ça va être divisé en fait en deux grandes parties. Donc, tout d'abord, il va y avoir la conférence Comment abolir la monarchie, qui va être donnée par notre camarade Benoît, qui est membre de l'AFPA socialiste. Et ensuite, après la conférence, il va y avoir une période de discussion et de questions où, ben, dans le fond, tout le monde va être invité à prendre la parole, à intervenir, mais aussi à poser des questions. Et là, j'insiste vraiment là-dessus que soyez vraiment pas gênés d'intervenir. On veut discuter, on veut savoir votre opinion. Hein. Ayez pas peur de, même si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous, on va discuter, on aime ça. Donc, donc c'est ça, vous allez pouvoir intervenir et poser vos questions. Puis en tout, ça devrait durer 2 heures, ça. Puis à la fin, il va avoir, il va avoir une conclusion de notre conférencier Benoît qui va répondre aux questions et c'est ça, faire un petit wrap-up. Donc, ça va être ça. Puis après, on vous invite à rester après la conférence parce que on va aussi, parce que nous, on va rester, puis on va peut-être aller prendre un petit verre, discuter. Donc, on va faire des breakout rooms où on va pouvoir discuter avec vous. Donc, on vous invite vraiment à rester après si on veut vous rencontrer, on veut avoir des contacts sociaux. Tu sais, c'est difficile d'en avoir ces temps-ci, fait que on en profite. Puis c'est ça, ça va être super. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre sujet ce soir, c'est la monarchie. Hein, comment abolir la monarchie? Donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les derniers mois, en fait, vous avez certainement vu, on a eu beaucoup de couverture médiatique sur la famille royale et la monarchie. Hein. On a eu, il n'y a pas si longtemps, le scandale avec Meghan et Harry qui ont en fait révélé dans une interview comment la famille royale en fait était raciste et était vraiment problématique. Bon, je pense que la plupart des gens le savaient déjà, mais au moins ça nous l'a confirmé, disons. Et puis ensuite, ben, la semaine passée, il y a eu la mort du prince Philippe. Et puis, ça a été vraiment suivi ça d'une couverture médiatique où on a complètement glorifié ce personnage, hein, fait comme si c'était un héros patriotique de la nation et tout. Donc, vraiment, la monarchie, c'est un sujet qui est comme revenu d'actualité. Puis ça nous rappelle une fois de temps en temps, tu sais, que on est encore dans une monarchie constitutionnelle, même au Canada. Donc,
ça n'a pas vraiment, ça n'a jamais été aboli, tu sais, puis on vit encore là-dedans où des gens ont des privilèges comme ça juste pour faire partie de la bonne famille, dans le fond. Et puis, donc, c'est un sujet vraiment passionnant. Puis, ben, sans plus attendre, je pense que je vais passer la parole à notre conférencier, Benoît, qui va nous parler de comment abolir la monarchie. Donc, Benoît, je vais te trouver et je vais te unmute. Ah, voilà. Merci. Ouais, ben, merci à tout le monde d'être ici ce soir. C'est cool de voir cette présence pour un sujet qui est parfois, bon, on peut trouver que c'est peut-être pas le sujet le plus intéressant. Ah, bon, c'est comme cette famille-là, la famille royale, c'est comme la famille de Bougon la plus riche au monde. Là, puis normalement, on s'en fout un petit peu. Là. Mais ouais, comme notre animateur nous l'a rappelé, ouais, c'est ça. Il y a un contexte qui nous amène à parler de tout ça aujourd'hui. Puis avant ça, il a mentionné la mort du prince Philippe, puis l'interview de Harry et Meghan. Mais on a eu aussi, avant ça, on se rappelle, il y a eu le scandale de Julie Payette, qui avait terrorisé, maltraité ses employés, qui a dû démissionner. Puis avant ça, il y a aussi eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le scandale de Lise Thibault, la lieutenant-gouverneur du Québec, qui s'est retrouvée en prison en 2016 après avoir, à cause de ses dépenses frauduleuses. Mais il y a un autre épisode qui remonte encore plus loin, que peut-être peu de gens s'en rappellent, mais le prédécesseur de Lise Thibault, le lieutenant-gouverneur du Québec pendant quelques mois en 95, je pense, Jean-Louis Roux, lui avait dû démissionner parce que ça avait été révélé rapidement après qu'il ait été choisi comme lieutenant-gouverneur qu'il avait été fasciste dans sa jeunesse. Alors, ouais, il n'y a pas, disons que la réputation de la monarchie n'est pas, puis de ces institutions-là, n'est pas très clean. Puis on peut aussi se rappeler du scandale des dépenses des sénateurs en 2013. Donc vraiment, c'est pas étonnant, donc, bref, que la monarchie ne soit pas très populaire. Hein. Et au Québec, bon, on a encore plus de raisons de ne pas aimer la monarchie. Bon, on n'est pas très content d'être dominé par des institutions britanniques considérant l'histoire du colonialisme anglais sur le Québec. Hein. Puis, donc, les sondages les plus récents montrent que 73% des Québécois veulent l'abolition de la monarchie. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au Canada anglais aussi, c'est en train de monter ces sentiments anti-monarchiques-là. Puis je pense qu'ils n'ont jamais été plus élevés. Puis selon un sondage récent de Léger, 53% des Canadiens croient que la monarchie britannique est dépassée et n'a plus sa place au 21e siècle. Mais donc, il y a cette attitude-là quand même qui est que, bon, le problème avec la monarchie, puis le Sénat, ça coûte cher, puis c'est inutile, mais c'est quand même inoffensif. Et évidemment, c'est clair que, bon, il n'y a pas d'autres chômeurs dans la société qui sont aussi bien payés que les sénateurs, les lieutenants-gouverneurs et le gouverneur général, avec leur salaire dans la centaine de milliers de dollars. Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est une erreur d'avoir un peu cette attitude qui voit un peu ces institutions-là comme juste coûteuses et inoffensives. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la gauche, en fait. Par exemple, il y avait Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui avait dit que lui, il ne voit pas l'intérêt de la monarchie dans la vie des Canadiens. Mais ce n'est pas juste une question que il n'y a pas d'intérêt pour nous. C'est pire que ça. En fait, c'est quelque chose qu'on devrait lutter pour abolir. C'est quelque chose, en fait, qui est nuisible à nous en tant que travailleurs. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est ça, la monarchie au Canada, comme au Royaume-Uni, ça joue un rôle important, en fait, dans le maintien de l'ordre établi.
c'est pas juste une relique féodale qu'on accepte un peu parce que c'est difficile de s'en débarrasser, mais bon, non, en fait, c'est un élément central du règne de la classe dirigeante canadienne. Et en fait, la classe dirigeante canadienne est très contente d'avoir cette institution-là. Parce que oui, bon, c'est vrai qu'en temps normal, bon, dans la vie de tous les jours, le Sénat, le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Les sénateurs, bon, ils relisent des lois pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ils font des petites corrections. Là. Les gouverneurs généraux, le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs, eux, ils représentent la reine dans des cérémonies, ils signent des lois, bon, ils vont couper des rubans comme ça. Mais tout ça, là, cette apparence de ne pas faire grand-chose, c'est juste une apparence de neutralité. Parce qu'en fait, bon, même le constitutionnaliste anglais Walter Bagehot, je ne sais pas comment on prononce ça, Bagehot, écrit au milieu du 19e siècle un livre classique sur la monarchie, The English Constitution. Puis lui-même, c'est un monarchiste. Hein, et donc, il parlait assez franchement du rôle de la monarchie. Je ne sais pas si vous avez regardé la série The Crown, là, mais il cite Bagehot une couple de fois. Mais notamment, une de ses célèbres citations, il disait « La nation est divisée en partis, mais la couronne n'est d'aucun parti. Son apparente séparation des affaires est ce qui la soustrait à la fois aux inimitiés et à la profanation, ce qui préserve son mystère, ce qui lui permet de combiner l'affection des partis en conflit, d'être un symbole visible d'unité pour ceux qui sont encore si imparfaitement éduqués qu'ils ont besoin d'un symbole. » On par la bande, le petit commentaire méprisant sur la populace qui est pas assez éduquée, là. Mais plus généralement, le sens de ce passage-là est vraiment intéressant parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que la couronne, en temps normal, est neutre, mais c'est pour préserver l'unité derrière elle. Et cette unité-là, elle est préservée parce que la couronne, en fait, ça joue le rôle d'une arme de réserve de la classe dirigeante. En temps normal, dans la vie politique dans notre société est dominée par les jeux parlementaires. Hein. Au Parlement, bon, les différents partis de la classe dirigeante, ils s'échangent le pouvoir, là, les libéraux, les conservateurs. Ici, bon, on a les libéraux, les péquistes, la CAQ. Ces partis-là, ils s'échangent le pouvoir, mais ils sont essentiellement, ils défendent les mêmes intérêts de classe. Hein. Et donc, la couronne peut être neutre entre ces différentes parties-là. Mais en cas de danger pour le règne des capitalistes, c'est-à-dire dans les cas dans les cas extrêmes où la lutte des classes devient tellement intense que le jeu du parlementarisme n'arrive plus à garder le contrôle, alors c'est dans ces cas-là qu'il faut sortir la couronne des boulamites. Hein. En cas d'une crise politique profonde comme ça, la couronne, elle sert de figure neutre derrière laquelle toutes les forces réactionnaires de la société peuvent se ranger. D'ailleurs, il faut se rappeler que la reine demeure formellement à la tête des forces armées du Canada selon la Constitution. Et le révolutionnaire russe, Léon Trotsky, expliquait par exemple à propos de la royauté anglaise, il disait « La royauté est faible puisque le Parlement bourgeois est le moyen de domination de la bourgeoisie et puisque celle-ci n'a pas besoin d'armes extra-parlementaires. Mais en cas de besoin, la bourgeoisie peut tirer parti de la royauté avec le plus grand succès, comme du centre de ralliement de toutes les forces extra-parlementaires, c'est-à-dire réelles, dirigées contre la classe ouvrière. » Donc, en fait, c'est ça, la neutralité de la couronne, elle cache que la couronne a un parti pris, mais un parti pris de classe. Elle est neutre entre les différents partis qui représentent différentes ailes de la bourgeoisie et elle se soucie peu de savoir que c'est le Parti conservateur ou le Parti libéral au pouvoir, tant que le parti au pouvoir défend les intérêts de la classe dirigeante capitaliste. Mais le Parlement, par contre, ne pourrait pas servir à défendre les intérêts de la classe ouvrière. Non, 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 ça ne serait pas acceptable. Parce que, bon, en fait, à travers l'histoire, la classe dirigeante n'a vraiment pas voulu accorder le droit de vote à la classe ouvrière. Ça a pris des luttes pour que la classe ouvrière gagne de plus en plus le droit de participer aux élections. En fait, même
le suffrage censitaire a été aboli au Québec seulement en 1948. Et le suffrage censitaire, c'est-à-dire le droit de vote qui était accordé en fonction de la propriété. Et donc, ça servait à empêcher les gens qui n'ont pas de propriété, donc les travailleurs, les pauvres, d'avoir le droit de vote. Et donc, ça a été seulement aboli au Québec en 1948. C'est quand même vraiment tard. Et donc, au Canada, c'était, je pense que dans les années 20, puis en fait, donc c'est ça. Le droit de vote a été étendu à travers le 19e siècle en Grande-Bretagne. Et donc, la classe dirigeante, elle consent à nous donner un peu de démocratie, mais seulement à la condition que ça ne remette pas en question sa domination. Les institutions de la couronne et le Sénat, donc, ça sert comme un garde-fou pour qu'elles ne perdent pas le contrôle de la soi-disant démocratie dans laquelle on vit. Walter Bagehot, encore une fois, expliquait, et je le cite, il dit « Le roi, lui aussi, possède un pouvoir, en théorie, destiné à un usage extrême dans une occasion critique, mais qu'il peut en droit utiliser en toute occasion. Il peut dissoudre, il peut dire à son ministre en fait, sinon en parole, « Ce Parlement vous a envoyé ici, mais je verrai si je ne peux pas obtenir d'un autre Parlement qu'il envoie quelqu'un d'autre ici. » Et donc, c'est à peu près la même chose dans notre système politique et juridique, copié sur le modèle anglais. Et c'est pour ça que le gouverneur général a des pouvoirs d'urgence, a le pouvoir de démettre le premier ministre, par exemple. Normalement, la Convention, ça veut que le gouverneur général nomme premier ministre, le chef du parti qui a une majorité parlementaire, mais théoriquement, le gouverneur général a le choix. Même que le lieutenant-gouverneur du Québec, donc c'est la même chose pour l'Assemblée nationale. Donc, le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, quand il a pris ses fonctions en 2015, il a dit que ses pouvoirs n'étaient pas que symboliques et qu'il serait prêt à les utiliser. Donc, il a dit ouvertement qu'il était prêt à aller à l'encontre d'une décision démocratique du Parlement de l'Assemblée nationale du Québec. C'est quand même, il faut le faire. Hein. En fait, c'est arrivé à plusieurs reprises, justement, que les représentants de la couronne interviennent comme ça, donc brisent leur neutralité. On se souviendra, un des exemples les plus connus, les plus récents, c'est quand la gouverneure générale Michaëlle Jean avait permis à Stephen Harper de rester au pouvoir en prorogeant le Parlement en 2008, donc en refusant de donner le pouvoir à la coalition entre les libéraux et le NPD. Donc, vraiment un bris de neutralité complet, donner permis au parti qui allait être minoritaire de rester au pouvoir. Mais il y a un cas un peu moins connu, mais qui démontre encore plus de façon claire ce que je suis en train de dire. C'est le cas de la crise constitutionnelle australienne de 1975. C'est un cas qui est assez révélateur. Donc, comme vous le savez, j'imagine, l'Australie, c'est un autre pays du Commonwealth qui est encore formellement sous la couronne de l'Angleterre, avec un poste de gouverneur général comme ici. Et donc, en 1972, il y a un gouvernement de gauche qui est élu, un gouvernement du Parti travailliste australien. Et ce gouvernement-là a tenté de passer plein de différentes réformes progressistes au cours de son mandat. Il a essayé essentiellement d'aller contre les limites du capitalisme. Il s'est vite buté contre un mur. Hein. Il a été pris en pleine crise. En fait, la classe dirigeante a fini par en avoir assez. Alors, même si c'était le gouvernement élu, le gouverneur général a dit « c'est pas grave, je m'en fous ». Et donc, en 1975, alors qu'il y avait, je pense, encore un an de mandat, le gouverneur général a enlevé le pouvoir du Parti travailliste australien, qui l'a remis au Parti libéral, qui était minoritaire. Juste comme ça, carrément. Donc, complètement antidémocratique. Donc, ces pouvoirs-là ne sont pas purement théoriques. On a aussi le Sénat canadien, hein, une autre institution qui est littéralement issue du Moyen Âge. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais bon, le Parlement canadien est composé d'une chambre basse, c'est-à-dire la Chambre des communes.
c'est là où siègent les députés, et aussi la Chambre haute, donc le Sénat, qui est calqué sur le modèle de la Chambre des Lords d'Angleterre. La Chambre des Lords, c'est une vieille institution qui descend de ce qui s'appelait le Magnum Concilium, le Grand Conseil des nobles, qui avait été établi par Guillaume le Conquérant au 11e siècle. Donc, c'est-à-dire c'est un truc qui était composé des hauts barons, des évêques, des archevêques. Et à mesure que la bourgeoisie a gagné du pouvoir en Angleterre, la Chambre des Lords a perdu du pouvoir au profit de la Chambre des communes, mais c'est resté une institution composée de l'élite qui visait à assurer un second regard attentif sur les lois. Et ce modèle-là a été calqué sur le Sénat canadien a été calqué sur ce modèle-là. Ce n'est pas mes mots qui disent que c'est une élite qui vise à assurer un second regard attentif sur les lois, c'est la Cour suprême du Canada qui le dit. Et donc, ça a été copié sur ce modèle-là au Canada au moment de la Confédération en 1867. Et si vous avez des doutes là, sur le rôle que ça visait à jouer, le Sénat, John A. Macdonald, le premier des premiers ministres du Canada, a expliqué qu'elle servait à protéger la minorité contre la démocratie, mais pas n'importe quelle minorité. Hein. Je le cite, il dit « Nous devons protéger les intérêts des minorités et les riches sont toujours moins nombreux que les pauvres. » Donc, ça vous dit, c'était quoi le but du Sénat? Hein? Et je vous rappelle que le Sénat canadien est toujours aujourd'hui composé de personnes non élues, composé de gens en qui la classe dirigeante peut avoir confiance pour protéger l'ordre établi. Et le Sénat a toujours le pouvoir de bloquer les lois adoptées par la Chambre des communes, donc de bloquer les décisions qui sont censées représenter la volonté démocratique des Canadiens. Et encore une fois, c'est arrivé dans l'histoire que le Sénat se serve de ce pouvoir-là à des fins vraiment non démocratiques et vraiment réactionnaires. Par exemple, un cas peut-être le plus grave, c'est l'exemple de l'abrogation de l'article 98 du Code criminel. Et donc, pour la petite histoire, c'est que l'article 98 du Code criminel avait été adopté en 1919 par le Parti conservateur en réaction à la grève générale insurrectionnelle de Winnipeg. Et bon, je n'entrerai pas là-dedans, mais si vous voulez en savoir, je vous invite à lire plus sur la grève générale de Winnipeg. C'est vraiment une histoire fascinante. Si vous pensez que le Canada n'a pas d'histoire révolutionnaire. Mais donc, dans les années 20 et 30, il y avait une montée du Parti communiste du Canada, une montée de la lutte des classes. Et l'article 98, c'était vraiment un article fourre-tout qui permettait à la police de terroriser les membres des organisations révolutionnaires et des syndicats. Ça créait essentiellement un crime d'opinion, ou c'est un crime d'appartenir à une organisation communiste, par exemple. Et ça avait permis de mettre 8 membres dirigeants du Parti communiste du Canada en prison. Et donc, c'est vraiment une loi réactionnaire. Il y avait une forte opposition à cette loi-là. Et donc, la majorité à la Chambre des communes, par 7 fois, a voté pour abroger cet article de loi-là. Et par 7 fois, le Sénat, je dis ça, 7 fois, le Sénat a voté pour bloquer un vote majoritaire à la Chambre des communes pour abroger l'article 98. Donc, complètement antidémocratique, utilisé à des fins vraiment réactionnaires. Et donc, bon, de la même façon que le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur, en général, le Sénat, ça ne fait pas grand-chose, ça a l'air inoffensif, mais de la même manière, c'est pour mieux préserver leur pouvoir, parce que s'ils le faisaient tout le temps, s'ils bloquaient tout le temps des lois, ben, la volonté de s'en débarrasser montrait assez rapidement. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est vrai que toutes ces institutions-là coûtent des millions de dollars par année en fonds publics, mais ce n'est pas ça le fond du problème. La monarchie et le Sénat doivent être abolis parce que c'est des armes de réserve de la classe dirigeante, c'est des outils antidémocratiques et réactionnaires qui vont être utilisés contre les travailleurs, contre toute menace grave qui serait menée, qui serait soulevée contre le statu quo. Alors, bon, comment on s'en débarrasse? Hein? Ben, ça ne va pas arriver en criant ciseaux. En fait, ça serait particulièrement difficile de se débarrasser de la couronne
puis du Sénat dans le cadre juridique actuel. Parce que, bon, techniquement, le Royaume-Uni, par exemple, pourrait abolir la monarchie par un vote à majorité au Parlement. Mais le Canada, lui, c'est pas la même chose. Ici, il y a des procédures très lourdes, des procédures constitutionnelles très lourdes. Donc, contrairement au Royaume-Uni, qui a une constitution non écrite, les pouvoirs de la monarchie et du Sénat ici sont ancrés dans les lois constitutionnelles, sont très difficiles à modifier. La Constitution canadienne, qui était à l'origine une loi britannique, a été rapatriée en 1982 par Pierre-Éliott Trudeau, sans le consentement du Québec d'ailleurs. Et à ce moment-là, bon, il y a des procédures d'amendement constitutionnel vraiment très, très complexes qui ont été adoptées, qui ont été insérées dans la Constitution. Puis, selon un expert en droit constitutionnel, Emmett McFarlane, le Canada a sans doute la Constitution la plus difficile à amender au monde. Et donc, pour vous en donner une idée, pour abolir le Sénat ou même simplement modifier la charge de reine, de gouverneur général ou de lieutenant-gouverneur, il faudrait le consentement unanime de l'Assemblée législative des provinces, du Sénat et de la Chambre des communes. Donc, ça signifie que chaque province possède en pratique un veto sur l'abolition du Sénat et de la monarchie. Donc, en cas de négociation sur une modification constitutionnelle comme ça, elles peuvent tous se servir de leur veto pour demander chacune des petites choses qui feraient leur affaire. Donc, moi, j'ai une petite compétence ici, j'ai une petite concession là, des frites avec ça. Et même le Sénat non élu a un droit de veto sur sa propre abolition. Il faut le faire quand même. Et donc, ça fait que les procédures de modification constitutionnelle sont vraiment un chiard. C'est une véritable boîte de Pandore que la classe dirigeante canadienne n'a pas du tout envie d'ouvrir. Au Royaume-Uni, bon, ils disent que les trois piliers vous avez peut-être entendu ça dans The Crown, là, ils disent que les trois piliers du régime sont l'Église, la Couronne, le Parti conservateur. Puis si un de ceux-là venait à s'effondrer, tout l'ordre établi risquerait d'être renversé. Mais de la même façon, on pourrait dire que les trois piliers du Canada sont la Constitution canadienne, le Parti libéral et bon, le hockey, probablement. Mais donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas toucher à la Constitution, à la monarchie. Et c'est ça, c'est pour ça que personne dans la classe politique canadienne parle de ça. Personne n'en parle d'abolir la monarchie. Non seulement ils sont bien contents ils sont bien contents d'avoir la monarchie pour se protéger contre les dangers de la démocratie, mais ça serait très risqué sur le plan politique et ça risquerait de déchirer le pays. Et le National Post l'admettait, donc le National Post, un journal de droite qui se dit ouvertement monarchiste, il disait « Se débarrasser de la monarchie supposerait de vastes réformes constitutionnelles qui exigeraient des efforts considérables et des dépenses énormes avec très peu d'avantages. Cela nécessiterait également un accord historique entre les régions, les nationalités de plus en plus disparates du Canada qui pourraient très facilement déchirer le pays. » Et donc, ils font des discours vides. Ah, ouais, c'est pas super cool la monarchie des fois, mais ça, des discours vides et vagues. Par exemple, on avait Trudeau qui disait il y a beaucoup d'institutions que nous avons dans ce pays, y compris ce grand bâtiment juste en face de nous, le Parlement, qui a été et est construit autour d'un système de colonialisme, de discrimination, de racisme systémique dans toutes nos institutions. Mais la réponse n'est pas de jeter soudainement toutes les institutions et de recommencer à zéro. Bref, en langage je traduis du langage de Trudeau, là, ça veut dire non, je ne vais pas le faire, je m'en calisse. Bref, ce n'est pas du tout que les gens qui nous dirigent vont abolir la monarchie. Et il y avait un article intéressant récemment dans le National Post, encore une fois, qui s'intitulait en fait, il s'intitulait « Les anti-monarchistes canadiens veulent une révolution et ils devraient l'admettre ». Et c'est intéressant parce que par inadvertance, ici, il révèle la vraie nature de la question de l'abolition de la monarchie au Canada. La monarchie et le Sénat sont des institutions complètement non démocratiques qui peuvent être et qui seront utilisées pour empêcher l'expression de la volonté de la majorité. Et elles se trouvent au cœur de notre système politique. Et c'est à peu près impossible de s'en débarrasser dans le cadre légal actuel. La classe dirigeante s'en est assurée. Et comme on l'a vu,
c'est parce qu'elle ne fait pas confiance à la démocratie, elle ne fait pas confiance à la volonté de la majorité. Alors, en réalité, l'article du National Post aurait dû être intitulé « Les monarchistes du Canada s'opposent à la démocratie, mais on ne va jamais l'admettre ». Mais donc, ça signifie que la monarchie au Canada ne peut pas être abolie par des moyens parlementaires et par des moyens constitutionnels. Donc, ça signifie il reste au peuple qui est majoritairement anti-monarchiste ou qui est en voie de le devenir, pas d'autres moyens pour renverser la monarchie que de passer par des méthodes de démocratie directe révolutionnaires. Et bon, il y en a il va y avoir certains indépendantistes québécois, quelques petits fins finaux qui vont dire, bon, ben, c'est pas notre problème, on a juste à faire l'indépendance. Et en fait, c'est souvent ça la réponse au Québec à la question de l'abolition de la monarchie. Je pense qu'il faut un peu aller au fond de la question. Par exemple, il y avait GMD qui disait, il faut certainement le faire, comment on procède, c'est très simple, on fait l'indépendance du Québec. Donc, bon, dit comme ça a l'air évident, mais bon, premièrement, mettons de côté le fait que ça ne règle pas la question pour le Canada anglais. Hein, ça les laisse, c'est comme, bon, c'est leur problème. En fait, ce n'est pas une solution aussi évidente que ça en a l'air. Bon, premièrement, je vais poker les péquistes, mais c'est assez comique comme solution dans la bouche d'un péquiste. Hein, parce qu'il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon qui accusait la CAQ de remettre au calendrier grec l'abolition de la monarchie. Mais bon, considérant que le PQ lui-même remet constamment le référendum à quand les boules auront des dents, autant dire qu'il n'y aura pas d'abolition de la monarchie par le PQ. Bon, je me moque un peu du PQ, là, mais il faut reconnaître qu'ils sont beaucoup moins pires sur cette question-là que la CAQ. Au moins, le PQ a déposé une motion symbolique demandant l'abolition de la monarchie que Québec solidaire a soutenue. Et sans surprise, bon, le PLQ a voté contre. Mais la CAQ a refusé de soutenir cette motion-là. Donc, les grands nationalistes de la CAQ, là, leur excuse étant que ce n'est pas le bon moment de parler de ça. Bon, c'est jamais le bon moment. Là. Et la vérité, c'est qu'ils comprennent bien que la monarchie et le Sénat sont utiles pour l'ordre établi et que ça serait un gros chiard constitutionnel d'essayer de les abolir. Alors, la CAQ, bon, elle ne touche pas à ça avec... elle ne touche pas à ça, quoi. Mais Legault, on a vraiment rajouté l'autre jour en promettant que la CAQ allait mettre le drapeau en berne à l'occasion des funérailles du prince Philippe. Et c'est vraiment typique du nationalisme de Legault. Hein. C'est un nationalisme qui prétend défendre les Québécois en attaquant les immigrants, mais qui plie le genou devant les boss américains et devant les représentants de l'Empire britannique, qui est notre oppresseur historique. Mais là, bon, j'ai un peu divergé de la question. Si on revient à l'indépendance et l'abolition de la monarchie, un autre aspect, c'est que un référendum d'indépendance se retrouverait lui aussi confronté aux limites de la Constitution canadienne, aux mêmes limites de la Constitution canadienne. La Constitution canadienne, c'est un outil antidémocratique qui nous empêche de passer par les méthodes de la démocratie parlementaire, que je dirais bourgeoise, non seulement pour abolir la monarchie, mais aussi pour faire l'indépendance. La Cour suprême avait dit en 1988, dans le tristement célèbre renvoi sur la sécession du Québec, elle avait dit, le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l'autodétermination pour dicter aux autres parties de la Fédération les conditions d'un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l'ampleur de la majorité, n'aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme. Bref, le Québec est pris dans la Constitution canadienne, qu'il le veuille ou non. Et c'est ça que ça veut dire aussi la loi sur la fameuse loi sur la clarté référendaire, là, adoptée par le Parlement canadien, qui donne à la Chambre des communes le droit de refuser de reconnaître la volonté démocratique d'une majorité de Québécois. Donc, même en cas de victoire référendaire, on aurait le même genre d'obstacle juridique et constitutionnel qui serait imposé au Québec que pour l'abolition de la monarchie. Donc, la classe dirigeante canadienne, elle ne peut pas se permettre de perdre une province qui représente 20% de son PIB.
l'État canadien utiliserait tous les moyens légaux à sa disposition pour bloquer une tentative de sécession. Jean Chrétien, qui était premier ministre du Québec au moment du référendum de 1995, a même admis qu'il n'aurait pas accepté une victoire du oui. Et bon, peut-être même qu'il passerait par des moyens illégaux. Hein. Il y a des signes que l'armée canadienne se préparait à se déployer au Québec en 1995. Et donc, on se trouve devant la même limite au bout du compte que pour l'abolition de la monarchie, c'est-à-dire la Constitution, le droit, l'État et les intérêts de la classe dirigeante. La classe dirigeante canadienne ne nous donne pas le droit démocratique de nous séparer, pas plus qu'elle nous donne le droit démocratique de décider d'abolir la monarchie. Et donc, ce ne serait pas plus facile, comme le prétend JND, de passer par l'indépendance. Dans les deux cas, la voie légale constitutionnelle est bloquée par l'État canadien. Il nous oblige donc à recourir à des moyens révolutionnaires. Mais les nationalistes bourgeois, comme le PQ, passeront jamais par ces moyens, des moyens révolutionnaires. En fait, il y a un truc qui n'est peut-être pas su beaucoup, mais Chantal Hébert avait mené des interviews avec les acteurs du référendum de 1995, puis Mario Dumont et Lucien Bouchard, qui dirigeaient le camp du oui avec Parizeau en 1995, ont admis qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention de procéder avec l'indépendance, à moins qu'elle ait eu une très grosse majorité. Leur plan, c'était plutôt de se servir d'un oui comme un outil de négociation avec Ottawa pour obtenir des meilleures concessions. Et vraiment, c'est l'attitude classique des nationalistes bourgeois. Donc, s'ils étaient confrontés à la puissance de l'État canadien, ils reculeraient immédiatement. Ce n'est pas eux qui iraient risquer leur statut économique privilégié pour l'indépendance, encore moins pour l'abolition de la monarchie. Et donc, en fait, la vérité, c'est qu'il serait contre-productif d'essayer de mener cette lutte-là contre la monarchie tout seul dans notre coin comme Québécois, alors qu'une vaste majorité, ou pas une vaste majorité, mais une majorité grandissante de Canadiens s'opposent à la monarchie. Et donc, on va se battre coude à coude avec les nationalistes québécois qui luttent contre les institutions réactionnaires comme la monarchie et l'État canadien. Mais la meilleure façon de vaincre cet État-là, c'est de passer par une unité de classe, une unité des travailleurs québécois et canadiens contre leur ennemi commun, la classe capitaliste canadienne et son État réactionnaire. Et c'est un peu le même raisonnement avec la question des Autochtones et de la monarchie. Parce que, bon, dans les débats qui ont entouré Harry et Meghan, tout ça, dans les débats médiatiques, là, il y a certaines personnes qui ont soulevé que les Autochtones devraient s'opposer à l'abolition de la monarchie, mais c'était plein de journalistes, souvent, en fait, aucun Autochtone, je pense, qui se sont portés à la défense de la monarchie en utilisant comme argument que son abolition serait nuisible aux Autochtones. Et l'argument, c'est que les traités conclus avec les Premières Nations suite à la proclamation royale de 1763 ont été conclus avec la couronne britannique. Et ces traités sont à la base des revendications territoriales de beaucoup de Premières Nations qui s'en servent pour protéger leur territoire devant les tribunaux. Donc, ces chroniqueurs disent que si la monarchie était abolie au Canada, ça pourrait annuler les traités. Et on peut être sensible on peut certainement être sensible à ces sentiments-là chez certains Autochtones, mais il faut dire que c'est extrêmement hypocrite de la part de chroniqueurs de droite qui crachent constamment leur venin raciste contre les Autochtones, de maintenant s'en servir pour défendre une institution raciste et coloniale comme la couronne britannique. De plus, c'est cette même couronne-là qui était à la tête de l'Empire britannique puis canadien qui a opprimé les Autochtones pendant des siècles. Cette même couronne qui a sans cesse refusé de respecter les traités. Et donc, il faudrait la laisser en place au nom du respect des traités qu'elle n'a jamais respectés. Donc, c'est vraiment ridicule. Par ailleurs, sur le plan légal, bon, c'est pas du tout clair, en fait, que cet argument-là, que ça annulerait les traités, tienne la route. Bon, je n'entrerai pas là-dedans, je vais laisser ça aux avocats, mais de toute façon, l'histoire montre bien que quand vient le temps de dealer avec les Autochtones, l'État canadien, on n'a pas grand-chose à faire de ses propres lois et des décisions de ses propres tribunaux. Et en fait, tout ce que cet argument-là souligne, c'est que les droits des Autochtones ne seront jamais en sécurité sous le capitalisme. Et parce que oui, c'est vrai qu'on peut craindre que l'État capitaliste canadien se serve du prétexte
de l'abolition de la monarchie, si jamais ça arrivait, mais on a vu que, bon, déjà à la base, c'est très peu probable que la classe capitaliste canadienne procède à une abolition de la monarchie. Mais donc, on peut craindre qu'elle pourrait s'en servir comme prétexte pour rompre avec les traités. Mais tout ce que ça souligne, c'est la nécessité de passer par une révolution pour abolir la monarchie. L'État canadien s'en prend constamment aux Autochtones parce que ceux-ci se trouvent sur les territoires que la classe capitaliste canadienne veut exploiter. Donc, les Autochtones souvent habitent sur des territoires sur lesquels il y a des ressources ou sur lesquels il y a des pipelines qui veulent passer ou sur lesquels des développeurs immobiliers qui veulent construire. Et donc, les capitalistes canadiens veulent déchirer les traités, bulldozer les Autochtones pour laisser place au développement capitaliste. Donc, en fin de compte, les ennemis des Autochtones sont nos ennemis. Nous, en tant que travailleurs québécois, c'est les mêmes capitalistes qui faisaient travailler nos parents et nos grands-parents dans des sweatshops, qui nous disaient de speak white qui, aujourd'hui, nous parlent en français, mais continuent de nous exploiter. Et c'est les mêmes capitalistes qui aussi payent les travailleurs canadiens anglais des miettes, qui les forcent à travailler dans des conditions sanitaires dangereuses en pleine pandémie. Donc, force est de constater qu'on a les mêmes oppresseurs, on a les mêmes ennemis, et la monarchie, le Sénat, c'est les outils antidémocratiques de ces oppresseurs-là, de nos oppresseurs communs aux Canadiens anglais, Québécois, autochtones. Donc, pour conclure, alors que les inégalités grandissent, que notre société vraiment s'enfonce dans une crise sanitaire et économique, il y a de plus en plus de travailleurs qui commencent à demander ou qui vont demander des changements profonds. Mais la classe capitaliste, la classe dirigeante canadienne ne peut pas permettre que les travailleurs aient vraiment leur mot à dire parce que sinon leur règne, le règne capitaliste serait en danger. Le règne des capitalistes repose sur l'exploitation des travailleurs, repose sur ces inégalités-là. Et donc, et c'est ça le rôle réel de la monarchie et du Sénat, de protéger le règne des capitalistes en brimant la démocratie si nécessaire. Donc, comme je disais, c'est leur arme de réserve, c'est leur dernière ligne de défense. Alors, pour que les travailleurs s'émancipent vraiment, pour mettre fin aux inégalités profondes et aux nombreuses oppressions, il va falloir une véritable démocratie économique et politique. Il va falloir abolir la monarchie et la classe dirigeante a conçu son système politique de telle façon à ce qu'on ne puisse pas le changer par d'autres moyens que des moyens révolutionnaires. Il va falloir passer par un mouvement révolutionnaire contre l'État canadien qui unirait les différents peuples du Canada dans une lutte contre leur oppresseur commun, la classe capitaliste canadienne et son État. Seul un programme révolutionnaire pour une réelle démocratie, en fait, non seulement une démocratie politique, mais une démocratie économique, serait capable de réaliser cette unité. Et donc, une république socialiste serait vraiment la première instance d'une véritable démocratie, en fait. Parce qu'en expropriant les grands leviers de l'économie qui se trouvent en ce moment entre les mains d'une poignée d'ultra-riches qui font ce qu'ils veulent avec les énormes ressources dans la société, on pourrait enfin gérer démocratiquement l'économie pour satisfaire le besoin des gens, le besoin de l'environnement, le besoin de mettre fin aux oppressions, tout ça, et sans opprimer les Autochtones. D'ailleurs, on pourrait enfin satisfaire les demandes territoriales des Autochtones. Donc, ce genre de démocratie-là n'aurait rien à voir avec la société actuelle où on décide aux 4 ans de quel homme d'affaires va nous fourrer. Et on pourrait alors mettre aux poubelles toutes les vieilles reliques moyenâgeuses, toutes pourries, comme la reine d'Angleterre, le Sénat et compagnie. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci pour vos interventions. Super discussion, très intéressant. Merci de vos ajouts. Puis, ouais, il y a eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais répondre à tout. Je pense qu'il y a une couple de questions dont j'ai vraiment apprécié les réponses, notamment celle de Simon juste maintenant. Et celle de Vincent et Julien sur la question de l'indépendance. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Didier, c'était super intéressant. Un peu plus approfondir la question de la couronne sur le plan légal, tout ça. Puis, peut-être avant de rentrer dans les grosses questions, je vais
passer en revue les petites questions. Marie-Ève qui demandait, est-ce que le Sénat fait partie de la monarchie? Non, mais c'est moi qui... on fait un petit amalgame, là. L'événement s'intitulait « Comment abolir la monarchie », puis on a introduit le Sénat par la bande là-dedans parce que c'est une autre forme d'institution féodale un peu arriérée qui joue le même rôle, puis en fait, c'est ça, qui a les mêmes... qui a des racines très similaires dans la noblesse. Donc, la couronne qui était à la tête de la noblesse, puis le Sénat qui est la chambre la chambre haute qui représentait la classe noble. Donc, c'est un peu un lien exagéré, mais juste pour... Essentiellement, ça joue la même fonction dans la société. Ensuite, il y avait quelle autre question? Je pense que c'est Marie-Ève aussi qui demandait la source pour l'abolition du suffrage censitaire au Québec. C'était un peu, en fait, j'allais relire, puis j'avais un peu exagéré le truc. C'était les derniers vestiges du suffrage censitaire. C'est carrément sur le site web d'Élections Canada que j'ai vu ça. Mais de façon générale, le point, c'est ça, c'est que la bourgeoisie a été réluctante à étendre le droit de vote aux ouvriers. Puis historiquement, il y a eu des batailles pour que les travailleurs obtiennent le droit de vote. Et cette bataille-là, c'était notamment sur la question de est-ce que la nécessité de posséder des propriétés immobilières ou même juste l'argent que tu possédais. Donc, il y avait une certaine limite il fallait que tu possèdes un certain... tu ne pouvais pas être locataire, par exemple, ou tu devais avoir une certaine quantité d'argent pour avoir le droit de vote. Et donc, éventuellement, ces obligations-là pour avoir le droit de vote ont été abolies à travers l'histoire. Donc, la question de Québec 48, c'est juste une petite anecdote, mais ce n'est pas ça qui est l'important. Ensuite, je pense que c'est Geneviève qui demandait les chroniqueurs racistes. Je n'ai pas eu le temps d'aller trouver, mais de façon générale, le plus marquant, ça a été un éditorial du National Post, qui est comme le gros, un média vraiment sale au Canada anglais, un média raciste au Canada anglais. Donc, c'était un éditorial pas signé, là, juste la rédaction, qui amenait cet argument-là. Ensuite, Hugo demandait est-ce qu'il y a eu des soulèvements populaires contre ce genre de décision non démocratique? J'allais dire en blague, oui, ils ont perdu leur tête à ce moment-là. Leur tête a roulé. Le roi Charles II qui essaye d'imposer sa volonté à la bourgeoisie anglaise en 1640, puis il a fini par la perdre en 1649. Mais plus sérieusement, si vous voulez des exemples plus contemporains, puis honnêtement, je ne saurais pas trop te dire des trucs plus précis, mais de trucs contemporains. Ensuite, peut-être de façon... ouais, je pense que c'est une question intéressante. C'est la question de Marie-Ève, qui est un peu liée à la question de Simon, de Simon Parent. Donc, Marie-Ève qui voulait savoir pourquoi est-ce qu'on abolit le Sénat? Est-ce qu'on ne peut pas juste le faire élire? Puis il y a deux aspects à cette question-là. Parce que les marxistes, nous, on défend la plus grande démocratie possible. Donc, en dehors de la question de la révolution, même dans un cadre capitaliste, on défend le fait que les travailleurs doivent avoir le plus de droits possible. Ça renforce notre pouvoir,
notre capacité d'action politique. Les travailleurs devraient avoir le droit de participer aux élections, puis ça nous permet d'avoir une voix, ça permet aux travailleurs de s'impliquer en politique, de gagner une certaine conscience politique. Et donc, de façon générale, on promouvoit, même dans le cadre capitaliste, le fait de la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit de grève, tout ça, c'est des droits de la personne fondamentaux qui sont censés nous être accordés formellement par même du point de vue de la démocratie libérale. C'est les droits pour lesquels se sont battus les révolutionnaires pendant la Révolution française, pendant la Révolution anglaise, pendant la Révolution américaine. Donc, ça, c'est le programme de ce qu'on appelle la révolution bourgeoise. C'est l'extension des droits à tout le monde, puis l'extension du droit de vote, tout ça. Donc, ça, c'est des trucs qu'on soutient absolument, puis on va se battre pour l'extension du plus de droits démocratiques, même dans un cadre bourgeois, dans un cadre capitaliste. Et donc, pour nous, un Sénat élu, ça serait un pas en avant, ça serait quelque chose de plus démocratique que le Sénat non élu en ce moment. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, oui, on serait en faveur d'avoir un Sénat qui serait élu. Ça serait une bonne chose parce que ça permettrait de faire participer plus les gens à la vie politique, ça ferait de la classe ouvrière à la vie politique, ça donnerait une autre plateforme, puis ça permettrait de faire connaître, d'exprimer la volonté démocratique des gens plus. Mais, comme on l'a vu, il n'y en aura pas de ça de réforme du Sénat. La classe dirigeante est bien contente d'avoir un outil antidémocratique pour se protéger. Le Sénat, c'est ça le rôle que ça joue. Ça vise à être capable de bloquer les lois qui seraient, si jamais il y avait un parti révolutionnaire ou même un parti trop réformiste à la Chambre des communes, mais ça permettrait à cette institution-là de bloquer les lois qui seraient adoptées par ce parti-là. Donc, c'est un garde-fou, c'est une arme de dernier recours de la classe dirigeante, le Sénat. Puis ils n'ont pas l'intention vraiment de le réformer, de le changer. Bon, il y avait une faible partie du Parti conservateur canadien, qui sont les descendants du Reform Party, qui voulaient avoir une espèce de réforme du Sénat, mais c'était assez minoritaire. Ils sont minoritaires dans le Parti conservateurs, donc ils sont encore plus minoritaires dans la classe capitaliste canadienne. Et donc, pour les satisfaire, Harper avait demandé à la Cour suprême en 2013-2014 de voir est-ce que ça serait possible de réformer le Sénat. Puis, c'est évident, quand tu lis même juste la Constitution, c'est très clair dans les procédures d'amendement. Puis, bon, abolir le Sénat, ça prendrait un consentement unanime. Réformer le Sénat, donc rendre le Sénat démocratique, donc le faire élire les sénateurs, ça prendrait ce qu'on appelle la procédure, je pense que ça s'appelle la procédure 50/7 en langage d'avocat. Mais donc, ça veut dire 2/3 des provinces, ça prendrait l'approbation de 2/3 des provinces représentant 50% de la population canadienne. Donc, encore une fois, une procédure moins onéreuse que le consentement unanime, mais quand même quelque chose d'assez difficile à atteindre, quelque chose que, premièrement, comme j'ai dit, la classe capitaliste ne veut pas faire la réforme du Sénat, puis elle n'a pas le goût de s'engager dans un gros chiard constitutionnel comme ça, donc elle ne va pas le faire. Et donc, ça nous amène à dire, bon, même cette revendication démocratique de base d'avoir des représentants élus au Sénat n'est pas possible dans le système politique et économique actuel. Donc, ça nous mène à dire,
si ce n'est pas possible d'avoir ces droits de base-là, alors ça nous prend, il faut dépasser le système, ce système-là. Donc, ça nous mène à dire carrément, ben, il faut juste scraper cette affaire-là. Il faut s'en débarrasser carrément. On serait en faveur d'un Sénat élu, mais c'est impossible. Donc, essayons pas de se battre pour un Sénat élu, battons-nous pour l'abolir tout simplement. Et c'est un peu, c'est un peu ça notre approche justement avec la question de Simon Parent. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'on veut réformer ou est-ce qu'on veut révolutionner? Dans le fond, c'est un peu ça. Est-ce qu'on veut la réforme des institutions ou une révolution dans les institutions? Mais toutes choses étant égales par ailleurs, une réforme plus démocratique des institutions, c'est quelque chose de positif. Plus de droits, plus de capacité de s'exprimer, plus de capacité d'exprimer la démocratie, c'est quelque chose de positif parce que ça permet aux travailleurs de participer, de prendre conscience de la politique, d'exprimer leurs intérêts. Mais il faut dire que sous le capitalisme, ces revendications-là démocratiques, réformistes, donc ces réformes de base-là, ne sont même pas accessibles. Elles nous sont, il y a des obstacles profonds qui nous empêchent d'y atteindre, de les atteindre. Donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, mais si on ne peut pas les avoir par des méthodes de réforme, ben alors c'est clair qu'il faut passer par les méthodes révolutionnaires. Parce que, bon, puis c'est aussi une façon intéressante de le présenter aux gens normaux, aux gens normaux, aux travailleurs moyens, mettons, qui n'ont pas nécessairement envie de faire la révolution, que ça fait peur un peu, mais il faut lui dire, oui, d'accord, moi non plus, je n'ai pas le goût c'est un peu difficile de faire la révolution, c'est un peu, il faut que tu te lèves tôt le matin, mais on n'a pas le choix si on veut avoir une vraie démocratie, des vrais droits démocratiques. Donc, on n'a pas le choix. Puis c'est pas de notre faute, c'est la faute de la classe capitaliste qui nous empêche d'avoir ces droits-là de base. Ensuite, quelle autre question? Qu'est-ce qui va arriver quand la reine va décéder? Je n'ai pas une boule de cristal. C'est un peu difficile à déterminer, là, mais ce qui est clair, c'est que ça va avoir des répercussions assez importantes. Probablement que ça va concrétiser tous les sentiments anti-monarchistes au Royaume-Uni et ici. Puis un renversement de la monarchie au Royaume-Uni, ça aurait des impacts aussi très forts ici, quoique ça ne veut pas dire que ça abolirait la monarchie au Canada. Il y aurait la possibilité d'avoir une espèce de monarchie fictive, une couronne fictive. Il y a un principe constitutionnel canadien que la couronne n'est pas identique à la reine. C'est un peu ça aussi que Didier expliquait tantôt. Donc, ça serait possible qu'il nous garde la couronne au-dessus de la tête malgré la mort de la reine. Mais bon, ça étant dit, je pense que je n'ai pas de boule de cristal et je ne pourrais pas dire exactement ce qui va arriver quand la reine va décéder. Ensuite, quelle autre question? Je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions. Ouais. Donc, j'ai vraiment aimé la discussion. Puis, aussi, j'ai apprécié les commentaires de Hélène. C'est très, très cool, l'histoire de la couronne. François parlait de ces figures-là qui sont souvent utilisées comme Lady Di qui est utilisée comme un moyen de détourner l'attention des questions importantes, un espèce de gros show là, pour cacher la politique. Peut-être que je vais terminer encore une fois sur une citation de notre ami Bagerot.
qui montre vraiment comment derrière la monarchie, il y a un mépris des masses, des gens normaux, qui dit pour les milliers de personnes instruites, il y a l'aspect efficace, tout le système des parlements, des cabinets, du gouvernement des partis et le reste. Pour les millions de personnes inintelligentes, il y a l'aspect digne, décrit comme théâtral, mystique, religieux ou semi-religieux, qui ravit l'œil, stimule l'imagination, fournit une force motrice à tout le système politique et pourtant ne met jamais à rude épreuve les ressources intellectuelles des plus ignorants ou des plus stupides. Elle est bien sûr liée à la monarchie. En fait, à toutes fins utiles, elle est la monarchie. Alors, on a ce monarchiste qui dit on a tous ces symboles-là, puis les belles robes, puis les gros chapeaux de la reine, là, puis toutes les cérémonies, puis les valets, puis tout ça, là, c'est tout un gros show de boucan pour les idiots qui votent, puis qu'on est obligé d'avoir ce show de boucan-là parce qu'on est pogné avec eux, parce qu'on leur a donné le droit de vote. Puis ça, c'est tellement mal pris avec les masses ignorantes qui ont le droit de vote qu'il faut qu'on leur montre ces espèces de spectacles-là pour cacher ce qui se passe vraiment, vraiment en coulisses dans la politique bourgeoise. Donc, merci à M. Bergeron qui nous montre c'est quoi vraiment le rôle de la monarchie. Et donc, j'espère que vous allez vouloir vous joindre à nous pour détruire, abolir ces institutions réactionnaires et complètement dépassées.